Bonjour à tout le monde, les étudiants en particulier avec qui je suis très heureux de converser aujourd'hui, et puis les collègues qui sont autour de la table. Alors moi, donc, je suis Valérie Ritt, je suis directeur de recherche à l'IRD, je suis basé à Dakar au sein de l'Institut Santé et Développement de l'UCAD en ce moment, et je vais vous parler d'une évaluation d'une intervention communautaire que nous avons réalisé collectivement au Burkina Faso il y a quelques années. Et évidemment, j'aimerais commencer par deux points. D'une part, en 30 minutes, je vais évidemment être obligé de survoler la complexité de tout ce qu'on a fait, mais l'objectif est vraiment de vous expliquer, non pas en détail, mais de manière assez globale, ce que nous avons organisé pour mettre en œuvre et évaluer une intervention, pour essayer de vous montrer comment il est important d'avoir une approche interdisciplinaire de l'évaluation d'une intervention. Et d'autre part, évidemment, c'est moi qui vous parle parce qu'on ne peut pas parler à plusieurs fois en même temps dans un webinaire, mais vous voyez ici la liste des collègues et collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet, et il y en a bien d'autres. Donc c'est aussi pour moi un message clair d'un besoin de participation collective de nombreux collègues dans l'ensemble de ces processus. Chacun a sa spécialité, et si on arrive à travailler à bonne intelligence, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là ça a été assez exceptionnel, je dois le dire, on arrive à avoir une vision un peu complète d'une intervention. Alors l'objectif de ma présentation, il y a trois objectifs. Le premier, c'est d'attirer votre attention sur l'importance des maladies fébriles autres que le paludisme. On est souvent très centré en Afrique de l'Ouest francophone sur le paludisme. Évidemment, depuis le mois de décembre, janvier dernier, on parle d'une autre maladie fébrile, mais la question de la dengue notamment est très souvent malheureusement complètement oubliée dans la sous-région. Et je voulais rappeler l'importance de cette maladie fébrile. Deuxièmement, j'aimerais vous sensibiliser à l'importance d'un processus rigoureux, mais aussi participatif, de formulation d'une intervention. On a trop souvent sur le terrain l'arrivée d'intervenants qui ne prennent pas ce temps-là et qui déploient des interventions qui ne sont pas suffisamment formulées de manière rigoureuse et participative. Et troisièmement, j'aimerais également vous montrer l'importance d'une approche, d'une part holistique autour d'une intervention, et d'autre part interdisciplinaire pour l'évaluer. Ça va être l'objectif de cette présentation. Alors, avant de rentrer dans le vif du détail de l'intervention, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que la dengue pour celles et ceux qui ne le savent pas. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont largement au courant de ce que c'est, mais certains, comme moi, lorsque j'ai commencé ce travail, j'avais aucune conscience de ce que c'était, et je vais commencer par vous présenter une petite vidéo qui va durer 1 minute. Alors la vidéo dure 4 minutes, vous aurez le lien sur la présentation, et elle est accessible en ligne. Elle a été organisée, y compris dans le cadre de ce projet de recherche, pour former les soignants de première ligne à la prise en compte de la dengue par rapport au palu. Mais je pensais que c'était intéressant de commencer cette présentation par la première minute de la vidéo qui va revenir sur des éléments de détail de ce que c'est que la dengue. Le palu dengue n'existe pas. Il y a le palu et il y a la dengue. Partout dans le monde, le virus de la dengue se répand à un rythme alarmant. Il est présent de façon permanente dans plus de 100 pays et sévit dans les régions tropicales. On estime que chaque année 20 000 personnes en meurent. Le Burkina Faso n'est pas épargné. En 2013, l'OMS a même parlé d'une épidémie. Il s'agit d'un important problème de santé publique. Bonjour madame. Bonjour docteur. Je me sens pas. Je pense que j'ai le palu. J'ai des vertiges. J'ai mal à la tête. J'ai mal même derrière les yeux. Mes muscles et mes articulations me font très mal. J'ai des nausées. En plus de cela, il y a des boutons autour sur mon corps comme ça. Avant de parler de palu, nous allons faire un bon diagnostic. Une fois que vous avez une fièvre, la première étape est de faire un TDR palu.
Alors voilà la première minute, et vous aurez le loisir de regarder la sur le site pour pouvoir comprendre ce que c'est que la dingue par rapport au palu. Alors, en guise de problématique, pour démarrer la présentation, j'aimerais vous rappeler l'importance de la dingue, évidemment, en Afrique de l'Ouest, qui est très souvent occultée, et au Burkina Faso en particulier, et à Ouagadougou, nous avons fait de nombreuses études avec de nombreux collègues pour essayer de mettre au jour l'existence de ce virus et de montrer que ce virus circule au Burkina depuis maintenant très très longtemps, et notamment, bon, vous savez que la dengue a 4 sérotypes, et au Burkina, on a montré notamment à Ouaga la circulation de 3 différents sérotypes qui montrent l'importance et le risque pour la santé des populations de ne pas tenir compte de la circulation de ce virus. On a donc décidé, avec les collègues, une fois avoir mis au jour le fardeau de cette maladie dans le pays, et en particulier au niveau de la capitale, de mettre en place ce qu'on appelle une recherche interventionnelle. Alors, il existe plein de définitions sur ce que c'est que la recherche interventionnelle. Je n'aurai malheureusement pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais on va ici simplement expliquer qu'il s'agit d'une évaluation, d'une recherche évaluative sur une intervention qui a été mise en place avec la participation des communautés ici au Burkina. Alors, la recherche interventionnelle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'évaluation fondée sur la théorie. Alors, en anglais, on nomme ça theory driven. C'est se préoccuper de la théorie pour pouvoir évaluer. Alors, quand on parle de théorie, dans le domaine de l'évaluation en particulier, ou ici vous le voyez, l'évaluation de la mise en œuvre des interventions, il existe des centaines de théories, et c'est un vrai défi pour les chercheurs et pour les intervenants de choisir la bonne théorie. Donc je vous renvoie ici à cet article que nous avons publié l'année dernière avec des collègues pour essayer d'expliciter les différents types de théories et de cadres d'analyse qu'on peut utiliser en santé publique, en santé mondiale, pour essayer de renforcer la qualité et la rigueur de nos recherches évaluatives. Alors la définition qu'on utilise dans cet article, je vous l'ai mise ici en français, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pourrez regarder cela plus tard si vous le souhaitez, mais globalement, on va se centrer notamment sur ce qu'on appelle les théories d'intervention, donc la manière dont l'intervention est pensée par les intervenants, et on va également utiliser plusieurs cadres conceptuels, vous verrez un peu plus tard, qui vont nous aider à organiser la manière dont on va collecter des données lors de la recherche. Enfin, ce qui est important également à comprendre, je pense, en santé publique, c'est d'éviter le dogmatisme des méthodes et cette dichotomie qu'on voit souvent dans les recherches évaluatives entre, d'un côté, les méthodes quantitatives et de l'autre côté, les méthodes qualitatives. Et nous croyons, nous, fondamentalement, à l'importance d'utiliser ce qu'on appelle des méthodes mixtes. Alors, je vous mets ici la référence d'un ouvrage collectif en français qui est gratuit en ligne, qui va vous permettre de mieux comprendre ce que sont des méthodes mixtes, qui vont notamment centrer sur l'intégration des données qualitatives et quantitatives, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cette évaluation. Alors l'intervention dont on parle ici est une intervention communautaire. Elle a été formulée selon ces 3 processus. Dans un premier temps, nous avons établi une liste d'activités possibles qui permettaient d'agir contre le vecteur de la dengue, donc Aedes aegypti au Burkina. Et donc nous avons dans un premier temps regardé ce que la littérature scientifique nous dit des activités et des interventions qui sont efficaces. Ensuite, évidemment, c'est pas parce que les scientifiques l'ont dit dans leur papier que c'est ce qui va se passer exactement réellement sur le terrain. Donc nous avons fait des enquêtes dans les quartiers où nous voulions travailler à Ouagadougou pour essayer de comprendre avec des méthodes mixtes, donc qualitatives et quantitatives, quelles étaient ce qu'on appelle les préférences communautaires. Qu'est-ce que les communautés, qu'est-ce que les personnes dans les quartiers dans lesquels nous voulions intervenir souhaiteraient voir comme activité mise en place pour lutter contre la dengue. Par exemple, on a vu, alors vous savez, il y a pour lutter contre la dengue, il y a plusieurs études qui ont été faites au Burkina
qui voudraient tester ce qu'on appelle la peinture avec de l'insecticide. Alors évidemment, ça peut être nocif et intrusif, et il fallait évidemment poser la question aux gens avant de commencer quoi que ce soit. Donc nous avons posé des questions lors de nos enquêtes quantitatives et qualitatives pour essayer de comprendre quelles étaient les activités que les personnes étaient prêtes à voir mises en place dans leur quartier. Et les activités qui ont finalement été choisies pour l'intervention étaient des activités qui étaient jugées comme efficaces par la science, mais surtout acceptables, adaptées selon les communautés et les gens des quartiers. Si vous êtes intéressé par ces détails, je vous renvoie ici à l'article de la revue d'épidémiologie et de santé publique en français, qui va vous expliquer en détail la manière dont nous avons tenté de mettre au jour les préférences communautaires pour cette intervention. Ensuite, nous avons dans les quartiers, avec une ONG de recherche qui s'appelle Agir au Burkina, mobilisé les communautés pour essayer d'identifier les quartiers et les sous-quartiers où nous allions travailler, mettre en place la planification opérationnelle de l'intervention. L'intervention en tant que telle était fondée sur 6 grandes activités qui sont ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez en 1, une surveillance communautaire dans les maisons sur les gîtes larvaires. En 2, des forums communautaires et des discussions sur la base de caricatures. En 3, des théâtres. Une pièce de théâtre a été montée en moré, donc une des langues importantes du Burkina, pour travailler dans les quartiers sur la dengue. En 4, des travaux communautaires dans les écoles notamment, ou dans les grandes cours. En 5, des activités d'affichage des affiches qui ont été réalisées un peu partout. Et en 6, nous avons, à partir d'une expérience qui a été faite à Cuba et qui a été très intéressante, nous avons mis en place dans plusieurs écoles des quartiers des concours de dessin sur cette question de la dengue, pour essayer de mobiliser également les enfants qui, à leur tour, pouvaient en parler à la maison. Alors voilà un exemple très simple de caricature qui a été faite avec le fameux caricaturiste du Burkina, Glaise, que vous connaissez certainement tous, qui permettait d'identifier et de différencier le vecteur du paludisme et le vecteur de la dengue. Et donc on a utilisé très souvent ces caricatures dans les maisons, dans les communautés, dans les affiches, pour faire passer le message. La vidéo que je vous ai présentée au début a également fait l'objet d'une recherche pour essayer de montrer comment cette vidéo pouvait être une méthode de transfert des connaissances et également de formation du personnel, pour montrer comment il faut également capitaliser sur ces processus et faire en sorte que nos outils de communication, mais là de transfert des connaissances, soient aussi scientifiquement étudiés. Alors la recherche que nous avons faite sur cette intervention. D'abord, nous avons réalisé ce qu'on appelle une analyse de la théorie d'intervention, mais aussi de la fidélité d'implantation. Pourquoi la fidélité d'implantation est importante? Parce que vous allez à la fin d'une intervention montrer qu'elle a été efficace, notamment avec des méthodes statistiques ou épidémiologiques, mais vous n'allez pas être en mesure de comprendre pourquoi elle a été efficace. Bien souvent, lorsqu'on a une intervention de cette sorte qui n'est pas efficace, on va dire que à la fin, avec des données statistiques et épidémiologiques, mettre au jour le fait qu'elle n'a pas été efficace, mais on ne va pas pouvoir dire pourquoi. Et l'une des raisons peut-être de son inefficacité est que les acteurs de terrain ne l'ont pas mis en œuvre tel qu'il avait été prévu et planifié. Puisque si vous avez planifié cette intervention, c'est parce que vous estimez que c'était efficace. Donc il est important, dans une évaluation d'efficacité, de regarder aussi ce qu'on appelle la fidélité d'implantation et de mesurer cette fidélité-là. Et ça a été notamment publié dans cet article, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise de Diane Sarri, qui était une étudiante, une médecin du Burkina. Ensuite, nous avons mis en place l'intervention, mais avec ce qu'on appelle un devis quasi expérimental. Autrement dit, nous avions fait une enquête sur la prévalence de la dengue dans 5 quartiers du Burkina, et 5 de Ouaga, pardon, et ces 5 quartiers sont ici nommés en rouge. Et à partir des données de base, de l'enquête de base dans ces 5 quartiers, nous avons regardé avec des analyses en composantes principales quels étaient les 2 quartiers qui se ressemblaient le plus. Alors vous voyez,
en bas à droite, nous avons Juvena et secteur 22. Et donc ces deux quartiers ont donc été les deux quartiers qui ont fait l'objet de cette recherche. D'un côté, un quartier qui a reçu l'intervention, et de l'autre côté, un quartier qui était le témoin et donc la comparaison. Vous le voyez ici avec la carte de Ouaga, à droite, en haut, le quartier de Juvena, et en haut, à gauche, le quartier de Tampoui, qui était le quartier contrôle, et on s'est assuré avec nos amis en Tomo que le moustique ne volait pas plus, si je me souviens bien, de 100 mètres, et qu'il n'y ait pas de biais de confusion entre ces deux quartiers. Donc la recherche a donc été, l'intervention a été mise en place dans le quartier à droite, mais n'a pas été mise en place dans le quartier à gauche. Nous avons donc collecté les données avant et après la mise en place de l'intervention, et dans le quartier d'intervention, et dans le quartier témoin. Et en bas, vous voyez la manière dont nous avons fait avec les collègues géographes, la sélection aléatoire des ménages dans lesquels l'enquête a été faite. Dans un premier temps, nous avons identifié à partir d'une image satellite l'ensemble des maisons qui étaient dans ces quartiers, puis nous avons sélectionné de manière aléatoire les maisons et donc les ménages dans lesquels l'enquête allait être réalisée. Donc on était à cette explication du devis d'évaluation, donc du design, là, comme vous dites en France, entre d'un côté un quartier qui a reçu l'intervention et l'autre pas, et des mesures avant et après. Et en termes de mesures, par exemple, ici nous avons fait des mesures entomologiques où il y avait un enquêteur expert sur ces questions-là qui passait de manière très régulière pour vérifier la présence des gîtes larvaires et la présence du vecteur de la dengue dans un certain nombre de quartiers. Et avec Emmanuel Bonnet, il y a eu un système qui a été mis en place qui permettait de faire un reporting en continu de la présence de ces gîtes sur une cartographie. Ensuite, ce qui était important pour nous, c'était également de comprendre et d'évaluer le processus de mise en œuvre de l'intervention, puisque, comme je vous le disais, c'est important de comprendre l'efficacité, mais c'est aussi important de comprendre pourquoi elle est efficace et comment elle est efficace. Donc ici, nous avons utilisé un cadre d'analyse d'évaluation des processus qui s'appelle le CFIR, et vous avez ici l'accès à l'article et au site internet de cet outil, où nous avons proposé une traduction en français pour ceux qui travaillent moins en anglais, pour pouvoir s'approprier le cadre, et vous pourrez aller voir ici comment ça fonctionne. Cette évaluation des processus a été menée avec les intervenants dans une démarche également relativement participative, où vous voyez ici les acteurs de terrain qui ont réalisé toutes les activités dans les quartiers, et on les a mobilisés autour de la manière dont on pouvait utiliser ces cadres d'analyse et quelles étaient les dimensions du cadre d'analyse qui leur semblaient pertinentes afin de faire l'étude, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'appliquer les yeux fermés un cadre d'analyse qui arrive des États-Unis au Burkina. Et donc on a travaillé avec les intervenantes, notamment, sur la manière d'adapter ce cadre à notre terrain en particulier. L'évaluation a été publiée récemment, donc en 2020, avec Issa Sombier qui avait coordonné l'évaluation qualitative, et vous avez ici accès à cette évaluation. Ensuite, pour mesurer l'efficacité, alors évidemment, il est impossible dans ce genre de contexte de mesurer l'efficacité au niveau notamment de la prévalence du virus. Alors il a fallu qu'on se remue les méninges et qu'on trouve des résultats d'efficacité de l'intervention pour essayer de comprendre en quoi elle avait été utile au niveau des quartiers. Et donc on est parti avec les collègues de 3 outcomes, de 3 mesures de résultats à des niveaux différents dans la théorie d'intervention. Le niveau le plus simple et le plus habituel, c'est le niveau 3, en bas de la diapositive, et donc le niveau de connaissance et de changement de comportement de la part des populations. Le niveau 2, le niveau entomologique, où nous avons fait des mesures systématiques pour essayer de vérifier la présence ou pas
des larves de moustiques ou des moustiques dans les zones dans lesquelles nous avons travaillé. Et enfin, le niveau le plus innovant, je dirais, de ma part, et j'ai découvert beaucoup de choses avec les collègues, et je crois que c'est une innovation majeure pour l'évaluation des interventions. On a essayé de regarder la présence du salive de moustique, de la salive des moustiques dans le sang des personnes, des intervenants. Donc là, on a une mesure relativement dure, je dirais, qui nous permet de vérifier si l'absence ou la réduction de présence des moustiques dans les quartiers dans lesquels l'intervention avait été mise en œuvre a eu des répercussions également sur les populations, notamment à travers cette présence de la salive des moustiques. Alors voilà rapidement les résultats de l'évaluation, où à gauche c'est l'outcome le plus dur dont je vous parlais, où avec les collègues de l'IRD, ils ont été en mesure de vérifier la présence des biomarqueurs salivaires de la spécificité de Aedes qui transmet la dengue et qui permet de comparer, vous voyez, avant, après, et dans le groupe d'intervention, dans le quartier d'intervention, par rapport au quartier témoin, et puis en bas les deux diagrammes des autres deux indicateurs d'effet qu'on a voulu faire. Et enfin, en haut, une carte, alors pas une carte pour faire joli et puis pour montrer que les géographes sont des cartographes, mais pour montrer que les géographes font ce qu'on appelle des analyses spatiales, et qu'avec nos collègues géographes, ils ont été en mesure de faire des analyses spatiales très intéressantes qui ont permis également d'innover et de montrer comment les analyses spatiales peuvent aussi être des outils d'analyse utiles pour évaluer l'efficacité des interventions. D'où l'importance, j'y reviens, de la collaboration interdisciplinaire. Ces travaux ont été publiés en anglais, mais aussi en français dans un livre sur l'évaluation des interventions, dont je pourrais vous donner les références plus tard. Et vous voyez ici deux papiers qui ont été publiés, l'un sur l'évaluation de l'efficacité avec ces trois indicateurs dont je viens de vous parler, et l'autre en bas à droite sur l'analyse spatiale qui a montré la distribution spatiale de l'efficacité de l'intervention. Alors en conclusion, alors pour les plus anciens comme moi, là vous vous rappellerez peut-être de la publicité au cinéma de Monsieur Plus, mais l'idée ici c'est de dire il y a un vrai besoin dans nos formations de santé publique à plus de formation sur ces enjeux de recherche interventionnelle, de recherche évaluative, mais interdisciplinaire et de méthode mixte. Ça ne peut qu'être bénéfique à la compréhension de la globalité de l'intervention, de son efficacité, de pourquoi elle a été efficace et de surtout comment elle a été efficace, puisque si une intervention est efficace, on aimerait bien pouvoir la reproduire ailleurs, et pour ça, il n'y a que dans l'approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, voire transdisciplinaire qu'on est en mesure de le faire. Là, un enjeu également, c'est celui de la collaboration. Alors comme vous le savez certainement, les chercheurs ont tous des égos surdimesurés, et moi le premier, et on a parfois du mal à collaborer les uns avec les autres. Et dans des équipes comme celle-ci, il faut vraiment beaucoup de modestie, de la collaboration, de l'ouverture d'esprit, des échanges pour qu'on puisse travailler longuement. Et un exemple assez simple, au tout début de ce type de projet, quand j'ai discuté avec mes collègues en Tomo, on parlait de mortalité, et moi dans ma tête c'était la mortalité populationnelle à l'égard de la santé, et pour eux c'était la mortalité des moustiques. Alors évidemment, il faut se comprendre, il faut se parler, et il faut avancer pour qu'on puisse avoir un processus efficace dans ce type de collaboration. Troisièmement, il est important d'insister sur le recours aux théories et aux cas d'analyse dans l'évaluation. Il y a encore trop souvent d'évaluations et de recherches qui se font de manière très empirique, sans recours à une théorie, sans recours à des cas d'analyse qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez envie d'étudier. Mais il ne s'agit évidemment pas de s'enfermer dans ces cadres ou dans ces théories sans regarder ce qui se passe autour, mais il faut en avoir un recours intelligent. J'aimerais aussi insister sur l'importance de la réflexivité. On apprend tous en travaillant, et c'est important d'avoir des moments également où on s'arrête et on réfléchit à ce qu'on fait, et on réfléchit à comment on l'a fait, et on réfléchit à comment on pourrait mieux le faire. Malheureusement, dans nos systèmes, on a peu de temps pour ces enjeux-là, et on est toujours en train d'avancer
et de mettre les problèmes sous les tapis et de continuer de faire les choses, alors qu'on devrait se donner plus de temps pour réfléchir et pour écrire sur la manière dont on a travaillé pour enfin s'améliorer. Et évidemment, ce type de travail dont je vous ai parlé demande beaucoup de temps et évidemment beaucoup d'argent, et ça c'est souvent le nerf de la guerre dans le domaine de ce type de recherche. Et il faut vraiment que les équipes puissent prendre du temps et avoir des ressources qui vont leur permettre de travailler et de passer du temps tous ensemble. Alors voilà ce que je voulais vous faire très rapidement, en une trentaine de minutes, comme introduction finalement aux enjeux de la recherche interventionnelle, en vous donnant un exemple précis autour d'une analyse, d'une intervention qui a été, je pense, très non seulement utile, mais aussi efficace par une collaboration intelligente et intéressante entre tous les acteurs, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient chercheurs dans les pays, qu'ils soient chercheurs internationaux, et quelle que soit leur discipline. Je vous remercie.